Le bel esprit. Oh oui. NXT is the place to be, mes amis. Oh oui, oh oui, avec des rimes en i. Oh oui, mes amis, le lendemain de Raw qui passe sur Netflix le 6 janvier 2025, si on a oublié. Et n'oubliez pas également, vous devez aimer Rhea Ripley. Oh oui. Nous avions WWE NXT New Year's Evil. Alors, avec un nom comme ça, on est en droit de se demander, est-ce que c'est tout simplement la vibe lancée par l'entrée de Seth Rollins à Raw sur Netflix le 6 janvier 2025? Oui, ce petit rituel sataniste qui nous a amené avec sa tenue et ses flammes pour amener New Year's Evil, jeu de mots sur New Year's Eve, qui en anglais signifie simplement la veille de la nouvelle année, le jour de l'an, ou plutôt le réveillon. Enfin bref, mes amis, c'est un jeu de mots assez vaseux, j'ai envie de dire, parce que commencer une nouvelle année en disant New Year's Evil, qui veut dire le mal de la nouvelle année, faut être vraiment dans un délire un peu spécifique pour être dans cette vibe, d'aller à l'encontre de tout ce qui est positif. Mais mes amis, j'ai envie de dire, c'est le monde dans lequel on vit. Et le monde dans lequel on vit, c'est Tom Larufa avec un super chapeau de cow-boy, dame, oui, et ses belles lunettes. Oh oui, mes amis. Alors, fond au jaune pour NXT. Alors, bougez pas, je vais essayer de régler. Un gros zoom sur Tom Larufa. Ah, bel esprit. Non. J'essaye de régler. Mais qu'est-ce qui me sort? J'essaie de régler l'éclairage. Voilà. Éclaircir un peu. Oh oui, comme ça c'est fait. Et c'est parti, mes amis, pour la review de NXT New Year's Eve. Parce que là, je suis passé en mode sépia et c'est relou. Dès que la main bouge, bon, les amis, je vais bientôt changer de caméra. Je vous le dis tout de suite. Mais en attendant, c'est parti, on utilise l'ancienne caméra pour New Year's Evil du 7 janvier 2025. Et comme je commence la review, NXT is the place to be. Pourquoi? Parce que déjà, je vous expliquerai plus pourquoi en conclusion, et avec la promo de The Rock qu'on a vu à la fin du show. Mais, ouais, c'est un truc de ouf. Autant le dire tout de suite, ce show a été meilleur que Raw, déjà de la veille. Et il a été meilleur, bien évidemment, que beaucoup de shows qu'on voit sur le main roster de la WWE. Mais maintenant, je veux dire, on y est habitué. Vous savez, je fais des reviews d'NXT depuis où, là, maintenant, peut-être, je sais pas, peut-être 1 ou 2 mois. Non, plus, 2 ou 3 mois, je pense. Bref. Non, c'était après les vacances, les dernières vacances d'octobre, je crois. Donc, ouais, ça doit faire 6 à 8 semaines, donc 2 mois à peu près que je fais des reviews d'NXT. Et chaque fois, c'est un de mes shows préférés maintenant. C'est littéralement un de mes shows préférés. À tous les niveaux. Et là, dans ce show, j'ai vraiment compris pourquoi. Parce qu'il y a une diversité dans les matchs et dans les styles de catch qu'on ne trouve, dans les talents, bien évidemment, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en tout cas à la WWE. Et donc, est-ce que ce show a répondu aux attentes et surtout à la grosse charge qui était de suivre Raw sur Netflix le 6 janvier 2025 et mes Rhea Ripley? Et bien, c'est ce que nous allons voir, mes amis. Donc, le show commence avec les superstars qui arrivent sur le show avec leurs petites valises. C'est toujours marrant, ça, parce que ça, je me souviens pas, je pense pas l'avoir jamais fait ni à la TNA, ni à Impact, ni à la TNA, ni à NXT, de devoir filmer comme ça une séquence où tu arrives avec ta valise et tu fais genre comme si tu es arrivé alors que ça faisait déjà 2 ou 3 heures que tu étais sur le show. Mais c'est comme ça. Certaines manquent de naturel. Certaines arrivées manquent de naturel parce qu'on sent que les gars ils avancent très lentement pour remplir le temps dont ils ont besoin à l'antenne pour que les présentateurs expliquent le match que l'individu qu'on voit à l'écran va avoir. C'est comme ça, mes amis. C'est le travail télévisé. Oh oui. Et bien évidemment, on voit que The Rock sera là. The Rock arrive en voiture et qui, de façon très intéressante, est présenté comme le Final Boss. Oh oui. Voyons voir ce qu'il va amener dans le ring et surtout au niveau personnage. Donc, comme je dis, c'était une grosse charge pour le roster NXT de suivre Raw sur Netflix le 6 janvier 2025. Donc on commence très lourd, mes amis, avec le NXT Women's Championship entre Julia et Roxanne Perez. Alors mes amis, déjà on va laisser de côté le fait que les deux femmes sont absolument magnifiques pour des styles très différents quand même, parce que Roxanne Perez un peu latina, Julia italiano-japonaise, oh oui, magnifique. Mais yo. Pour ceux qui ont regardé ma télé-reviews de Raw hier, 3 heures de fanservice médiocre tout au mieux. Je vous ai fait part de ma semi-déception du style de catch que nous ont offert CM Punk et Rollins dans le main event. Là, mes amis, dans ce match, pour le titre NXT féminin, mes amis, en 1 minute de match, on a déjà un meilleur match de catch, je dis bien de catch,
c'est-à-dire de dérivé de la lutte, catch wrestling, que CM Punk contre Seth Rollins. Et je vous promets, hein, une minute, même moins d'une minute, 30 à 45 secondes, le premier enchaînement qu'elles nous font, on fait wow, un truc de fou. Avec Roxanne Perez qui fait des tombées avec des pontées, des waouh, 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 waouh. Alors, certains vont peut-être pas aimer ce style de catch, mais moi j'adore, mes amis. Les goûts et les couleurs. Et vous m'enlèverez pas de l'idée, surtout en tant qu'ancien lutteur. On le verra. Ah non, ça vous l'avez vu, je crois déjà dans des TLR Stories précédentes. Mais on le verra dans d'autres TLR Stories où je vous parlerai plus de mon passé de lutteur. Yo, pour moi, un match de catch, c'est ding ding ding. Il était une fois. Boum, on fait une prise de contact. Prise de contact et on commence à lutter. Oh oui, oui. Et là, Giulia et Roxanne nous ont offert une masterclass. J'ai été bluffé. Elles ont échangé plus de prises de lutte dans ce match que quasiment la plupart des mecs hier. Et quand je dis prise de lutte, je parle pas des body slam, des Thompson Pile Diver et des tutti quanti. Non, les amis. Je parle de vraies clés de bras, des pinfall submission, etc., etc., etc. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Mesdames, bravo, bravo, bravo. Magnifique travail du bras de Giulia par Roxanne Perez. C'est dommage que dans certaines parties du match, et notamment sur la fin, Giulia, alors c'est pas qu'elle l'oublie de vendre, mais bon, voilà, peut-être soit elle l'a oublié, soit sa vente n'était pas assez accentuée. Parce que techniquement, quand on travaille ton bras, après tu t'en sers pas pour faire des double round the rook suplex de la troisième corde. Question de storytelling. Mais c'est pas grave, c'est un match exceptionnel. Mais pourquoi je vous dis ça? Déjà, une des vidéos que beaucoup de gens préfèrent sur la chaîne, c'est le vlog à Chypre. Dans le vlog à Chypre, mes amis, vous allez voir que le premier match que j'ai fait de la tournée, dame, c'est dans un, je sais plus, c'est dans un film ça, qu'il y avait un cowboy qui faisait dame, je sais plus. Bon, bref, peu importe, j'ai toujours envie de faire ça quand j'ai un chapeau de cowboy. Oh oui, oh oui, acheté aux States celui d'ailleurs, oh oui, à Las Vegas, juste avant le Covid, cette grosse fumisterie. Bon bref, ouais, donc je disais le travail du bras. Oh oui, oh oui. Qu'est-ce que je disais? Parce que j'allais enchaîner sur les trucs TNA. Je disais c'est toujours dommage de faire double under hook suplex quand on a le travail du bras de la troisième corde. Enfin, bah, bon, peu importe, j'enchaîne direct sur ce que je voulais dire. Donc ouais, en fait quand je vois un travail du... Ouais c'est ça, d'accord, oui. Une des vidéos préférées que vous préférez, une de vos vidéos préférées sur la chaîne, c'est le vlog à Chypre. Et vous verrez dans le vlog à Chypre, mon premier match de la tournée, j'ai fait 3 matchs en 3 jours là-bas, c'était un match où j'ai vendu le bras de ouf. De ouf. Et maintenant, même ce match, des fois, je le montre à des stages que je fais. Pourquoi? Parce que même moi, j'ai été surpris à quel point je vendais le bras de façon, alors à la fois, j'ai envie de dire réaliste, mais en fait, le truc, question, alors je sais pas si j'en ai déjà parlé, peut-être dans une ancienne télé reviews, mais je vendais tellement le match dans ce match qu'en fait, littéralement, je me suis fait mal au bras. Parce que je suis resté, c'est en parlant avec le promoteur, qui est un promoteur vieux de la vieille, qui avait formé Spud, Rockstar Spud, qui était, c'est quoi son nom à la WWE? J'ai oublié, maintenant c'est un scripteur, il avait managé AOP à un moment, il s'était pissé dessus. Ras la gimmick. Bon bref, donc le promoteur, et je lui avais dit, putain c'est un truc de ouf, parce que j'ai tellement vendu le bras que j'en ai mal au bras. Et il me dit, ouais mais c'est normal, tu l'as gardé contracté pendant 10 minutes, c'est normal qu'au final ça te fasse mal. Et ouais, j'avais tellement le bras, mais les gars, je faisais tout à un seul bras. Allez voir ce premier match lors du vlog à Chypre, vous verrez ce que je veux dire par vendre le bras. Chose que n'a pas vraiment fait Giulia, et c'est dommage. Et pourquoi aussi j'en parle? Parce que mes amis, vendre le bras, mais fou, avec les ombres et tout, ça fait bizarre. Oui, oui. Bon bref, vendre le bras, ça me rappelle toujours mon Tryout TNA Impact, que vous verrez bientôt en TLR Stories en match analysé à l'écran. Et ça va être super. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en plus, dans ce Tryout TNA, j'ai eu une promo de 8 minutes. Enfin, 4 minutes pour les Français, 4 minutes pour nos adversaires. C'était énorme. C'est énorme. Et là, vous verrez, encore une fois, c'est parce que moi, vous savez, je joue la transparence. Parce que souvent, quand j'avance des avis un peu prononcés, c'est rare, mais il y en a toujours un ou deux qui veulent venir faire les donneurs de leçons. Un gars qui fait ça depuis 20 ans, à travers toute la planète. Donc les amis, et je vais m'éclater avec les ombres. Ah ouais, ça y est, c'est redevenu bleu. Oh oui, oh oui. Donc, je disais, les amis, si vous voulez venir me donner des leçons en catch, assurez-vous d'avoir une carrière qui est au moins égale à la mienne. Oh oui, oh oui. Et donc, tout ça pour dire, vous savez, quand j'avance certains avis, ça en choque certains. Mais là, vous allez voir dans ce Tryout TNA Impact, et vous verrez surtout comment il a été monté, que l'anglais c'est ultra important pour mousser aux States. La promo qu'on a fait avec Marcus, où j'ai fait quasiment 90% de la promo, mais c'est ce que voulaient les producteurs, donc moi j'étais super content au final. C'était, je ne veux pas dire une masterclass, mais oui, en fait ça a été résumé 4 ans de travail à NXT au micro en 3 minutes à Impact Télé.
au micro. Et après, on a eu 10 minutes de match où on a bossé le bras de nos adversaires et où ils ont très bien vendu, mes amis. Donc, tout ça pour dire, voilà, quand j'avance, alors c'est pour dire parce qu'il y a beaucoup de nouvelles arrivées. Bel esprit, merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Oui, ça compte beaucoup pour moi et ça va être surtout pour tout le référencement. Mais ça montre aussi que ce que je fais et ce que je me casse les fesses à faire, ça a du succès. Donc, c'est très bel esprit. Et donc, pour tous les nouveaux arrivés, sachez une chose. Ça fait 20 ans que je suis dans le business, d'accord? Donc, quand j'avance une opinion, c'est pas pour buzzer ou pour faire la merde. Non, c'est juste que je suis passionné par le catch et je veux qu'à tous les niveaux, que ce soit aussi bien WWE, que ce que j'offre sur la chaîne, que les shows auxquels je participe, vous ayez le meilleur produit possible. Et donc, partie de là, quand j'avance des avis comme par exemple Julia n'a pas, à mes yeux, suffisamment vendu son bras dans ce match, c'est certes un détail, mais aux yeux du passionné et de l'expert que je suis, eh ben, c'est le genre de truc que je remarque et preuve à l'appui. Allez voir le vlog à Chip comment je vends le bras, où vous verrez lors de mes Tryhard TNA Impact dans une prochaine TLR Stories qui sera la TLR Stories numéro 7, la numéro 6 arrivant je pense d'ici 2 semaines, et je ne vous dirai pas le sujet, vous le découvrirez quand elle sera postée, oh oui. Et vous verrez, preuve à l'appui, que quand j'avance une idée ou un argument, et ben en général, je le back-up, comme on dit, je le back-up. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais les TLRAM. Les TLRAM, qui sont tous ces anciens matchs que j'ai fait dans ma carrière, que même moi, des fois, je redécouvre et j'hallucine de voir ce que je faisais à l'époque. C'est aussi pour montrer que, pareil, quand je parle de high fly, ou que je parle de payer ses dus, ou que je parle de se casser le fion pour donner une réaction de ouf et obtenir une réaction de ouf avec la foule, c'est que je l'ai fait pendant des années, et je le fais encore régulièrement, très régulièrement, au moins un minimum une fois par semaine. Oh oui. Et bref, les amis, donc même s'il y a eu ce petit truc avec la vente du bras, ça restait un match de ouf. Avec des grosses prises, des prises de risque, avec des plongeons à l'extérieur, de la technique et surtout de la violence, et bien mais alors et franchement, alors là pareil, vous avez peut-être pas aimé ce que je veux dire, c'est les accros à Rhea Ripley. Mais après attention, c'est pas que Rhea Ripley je l'aime pas, je respecte énormément son talent et franchement son physique aussi, mais le push qu'elle a, ça devient relou en fait. Ça devient relou, on vous l'enfonce même dans la gorge, c'est même plus on l'enfonce dans la gorge là, on vous l'enfonce dans la gorge, et elle est déjà ressortie par le trou de balle et on continue à pousser pour que ça aille sous terre, peut-être pour rejoindre les enfers, peut-être pour rejoindre le New Year's Evil qui est le nom de ce show NXT du 7 janvier 2025, oh oui, le lendemain du Raw sur Netflix le 6 janvier 2025, oh oui. Et donc mes amis, donc attention à l'opinion qui va faire mal, ce match entre Roxanne Perez et Julia était bien meilleure que Rhea contre Liv Morgan hier. Rhea Ripley contre Liv Morgan. C'est indiscutable. Littéralement indiscutable, mes amis. Et inargumentable d'avancer l'idée contraire. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que c'était un peu un match à la japonaise, faut pas se voir la face, avec du strong style, du fighting spirit, c'est-à-dire on prend une prise et on se relève et genre d'ailleurs ça je l'avais fait avec Murat, à la Murat Bosporus, catcheur turc à la WS, où les matchs de fou qu'on avait. On tombait sur la nuque et on se relevait, genre bam, on se mettait une lariette dans la gueule, il chutait, je me relevais, boum, je leur mettais une autre. Il me tarde de les faire en TLRAM, je les ai pas encore sortis du disque dur, il va falloir que je le fasse un de ces quatre. Là, on a 12 TLRAM qui ont déjà fait. Limite, je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup d'en poster 2 par semaine? Nous verrons, mes amis. Nous verrons l'emploi du temps de la chaîne. J'ai très envie, franchement, je vous le dis tout de suite, c'est une idée que j'ai eue tout à l'heure avant de lancer la review, de me débrouiller pour que la review du Royal Rumble, qui sera faite en direct, oui, en live, en espérant que le live marche, le streaming marche, il faudra que je trouve une façon de regarder le Rumble en live, parce que je sais même pas s'ils vont le passer sur le network. Mais bref, tout ça pour dire, mes amis, oh oui, donc je disais, là je commence à avoir des trous de mémoire, qu'est-ce qui se passe, c'est la fatigue mes amis, qu'est-ce qui se passe, c'est la fatigue, donc j'ai très envie que ce live du Rumble soit l'épisode 100 des TLR Reviews. Là je crois qu'on en est au 93, je crois c'est celui-là, donc il en reste encore 7. Est-ce que je vais réussir à en faire 7, juste 7 ou plutôt 6 d'ici là? Nous verrons mes amis, quitte à ce que je ne fasse plus NXT pendant quelques temps, nous verrons, mauvaise nouvelle, mais on verra mes amis. Et bon, bref, tout ça pour dire. Donc, match à la japonaise avec du fighting spirit et une prise de fou à l'extérieur du ring. C'était un exploder où Roxanne tombe sur la nuque à l'extérieur du ring. Yo, les meufs se sont défoncées. Elles se sont défoncées. Et donc, ça se termine ce match avec une victoire de Julia, qui en avait vraiment besoin, mais qui était prévisible aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si elle avait perdu ce match, toute sa hype aurait disparu. C'est totalement ça. Et puis d'un autre côté, bon, donc nouvelle championne NXT Julia, bravo, bel esprit, bravo madame, ou mademoiselle, et Roxanne. Franchement, ça servait à rien qu'elle gagne, parce qu'elle a prouvé maintenant qu'elle est une des meilleures catcheuses du monde. À seulement 22 ans. C'est un truc de fou. Un truc de fou, la meuf, c'est une déesse du catch. Et elle a que 22 ans. Ne te blesse pas, amiga, s'il te plaît. Et tu auras une carrière phénoménale.
Oh oui, oh oui, comme notre ami AJ Styles, parce qu'il est vraiment phénoménal. J'étais là en personne à Backlash Lyon quand ça a chanté et c'était une ambiance de fou. Fallait les voir les gars backstage, hein, tous les producteurs, les arbitres, voir que j'en avais la chair de poule, j'en avais le nez qui piquait, de se dire que c'est la France qui a lancé cette tradition déjà de Primo de casser les records de sold out, comme ils l'ont cassé apparemment hier avec Netflix et Raw sur Netflix le 6 janvier 2025, hein, et Méréa ralenti, et le décibel metteur. Oh oui, oh oui, on a lancé ça en France. Soyons fiers, mes amis, soyons fiers. Oh oui, oh oui. Après ça, alors, pour info, on a, pourquoi je l'ai noté, vous allez rigoler, c'est une petite anecdote. Une vignette où on voit que Javon Evans s'est fait briser la mâchoire par Ethan Page. Ethan Page, alors, bon, moi aussi, pour les nouveaux arrivants que je vous précise, je francise les noms. Parce que c'est une tradition qu'on avait commencé avec Marcus à l'époque, à NXT, quand on se faisait yesh. On appelait les catcheurs, tous les catcheurs par des noms francisés. Donc, Ethan Page, c'est Etienne Page. Etienne Page. Et donc Etienne Page a brisé la mâchoire à Javon Evans. Une blessure, mes amis, qu'avait subi l'homme de Rhea Ripley, Buddy Matthews, Buddy Murphy à l'époque. Le mec, il s'était brisé la mâchoire sur un coup de bélier. C'est un truc de ouf. Le mec, il était tellement intense dans ses matchs, il voulait tellement impressionner les coachs, parce qu'il lui avait mis aussi une telle pression à dire, mec, t'as des super chutes arrière, c'est pour ça que t'as été signé. Donc le mec, il était intense surtout. Et je me souviens, il avait fait son premier match à Tampa en live event. Le mec s'était brisé la mâchoire sur un coup de bélier, parce qu'il s'était pris l'épaule de son adversaire dans la bouche. Et il lui avait littéralement donc mis, alors c'était oui, du fil de fer autour de la mâchoire, un truc comme ça, un truc de ouf, un truc de ouf. Le mec il pouvait plus mâcher pendant, déjà mort, mais c'est pourri la batterie du truc. Mais mes amis, elle est pourrie la batterie du... Ouh là 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 là, c'est bon ça. Enfin peu importe, non je dis ça parce que vous savez le trépied avec la lumière intégrée, en fait elle sert à rien cette lumière. Il faudrait que j'ajoute le rond de lumière. Mais c'est pas grave, j'ai encore mis le flash du portable. Bon bref les amis, dans tous les cas, je disais donc Buddy Matthews, il s'était fait... arranger la mâchoire et il pouvait plus mâcher pendant 1 ou 2 mois. Et je me souviens, il avait été assis au bord du ring parce qu'en plus il était dans ma classe à l'époque. Ouais, il était dans ma classe. Dans ma classe avec Norman Smiley ou c'était Eugene. Je crois que c'est Eugene. Je crois que c'est Nick Dinsmore. Enfin bref, voilà, quand j'ai vu cette vidéo où on le voit avec le métal dans la bouche, certains vont croire que c'est du cinéma. Non, je vous dis, ça arrive vraiment en catch. Alors c'est rare, c'est très rare de se casser la mâchoire, mais Buddy Matthews, Buddy Murphy, comme il faisait dans ses promos, à l'époque, il avait eu la mâchoire cassée dans un match, un de ses premiers matchs sur la Event. Oh oui, oh oui. Après, mes amis, nous avons un Fatal 4-Way pour devenir aspirante numéro 1 au titre féminin nord-américain. Mes amis, 2 matchs féminins, bel esprit. Et avec quel talent! Oh oui, oh oui! Alors attention, déjà la première qui rentre, au début, franchement, quand j'ai vu son entrée, je me suis dit, mais est-ce qu'on voit arriver le démon qu'a invoqué Seth Rollins hier à Raw dans son entrée? Et après, je me suis dit, ah ben non, c'est Stephanie Baker. Là aussi, alors c'est vrai, j'ai jamais mentionné, bon, c'est tellement fly, mais l'imagerie et la vibe du personnage de Stephanie Baker, faut m'expliquer. C'est quoi? T'es censé être une démon? Ouais. Je me suis toujours posé ces questions. Mais au final, vu que de plus en plus de gens s'en rendent compte, et notamment réagissent quand j'en parle dans les reviews, j'ouvre les débats. C'est quoi le but du personnage de Stephanie Baker? De dire que c'est une démon? Je veux bien, d'accord, pas de problème. Mais pourquoi tu le places jamais dans tes promos alors? Pourquoi tu te comportes pas comme Undertaker? Ouais. Ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour avoir du succès? Ou qu'on te dit de faire pour que tu sois pushé? Ouais. Après Stephanie Baker, on a Lola Vice. Alors là, mes amis, on change tout. Oh oui, on change complètement la vibe. Une vibe très bien. Très bien aussi d'avoir Cora Jade dans le ring et Kelani Jordan. Mes amis, on a 4 femmes magnifiques et 4 femmes remplies de talent. Oh oui, et de plein d'autres qualités. Oh oui. 2 matchs féminins d'affilée, comme je l'ai dit, énormément d'action, 4 femmes sublimes, athlétiquement incroyables, même si Cora Jade, précisons-le, est quand même en reste. Entre associés dans un match à Stephanie Baker, Lola Vice et Kelani Jordan, on sent que Cora Jade traîne un peu. Mais c'est pas grave, elle compense avec une bonne personnalité de heel. Oh oui. D'ailleurs, ce qui a été de spécificité des catcheuses de ce match, c'est super dans ce match en fait, c'est que c'est dur d'en dégager une qui stand out, qui se dégage. Parce qu'en fait, elles ont toutes des qualités uniques. Kelani est une excellente voltigeuse. Je crois que c'est une ancienne gymnaste, il me semble, j'avais regardé sur son Wikimedia. Donc Kelani, excellente voltigeuse. Lola Vice, magnifique strikeuse, avec les coups de pied qu'elle a, c'est un truc de ouf, et les coups de poing et les fists, truc de ouf. Stephanie Baker, magnifique technicienne, elle a de la technique de ouf dans le ring, on sent qu'elle a vraiment le catch dans la peau. Et Cora Jade, bon, elle a une bonne hit en tant que heel.
Ouais, et de bonne qualité. Qu'elle a récemment acquise. Et bref, victoire de Stephanie McMahon qui devient aspirante numéro 1 au titre de Fallon Henley. Bel esprit, je sens qu'on se dirige avec un gros push pour Julia et Stephanie McMahon qui sont les deux plus grosses stars féminines d'NXT du moment, même si je sens que Lola Vice quand même, je pense, si on me demande c'est qui le futur de la division féminine par rapport à ce qu'on a à NXT pour l'instant sur le main roster, je pense c'est Lola Vice. Parce que Lola Vice parle anglais et elle a tout. Elle a le charisme, elle a le passé, elle a le physique, elle a le catch aussi, en quelques mois de catch. Un truc de fou. Mais bon, dans tous les cas, ils vont faire mousser Stephanie McMahon et Julia. Et surtout Stephanie McMahon avec son look de démon. Oh oui, d'ailleurs, j'ai presque le même look avec ce chapeau. Après, mes amis, troisième match féminin. Et c'est pour ça que je dis NXT is the place to be. NXT is the place to be si vous êtes hétéro. Oh oui, il y a que des meufs. Ou si vous êtes lesbienne, j'imagine. Et donc, Six Women Tag Team Match qui suit. Un troisième match féminin, j'en reviens pas. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Je fais waouh, bel esprit. Ah, dans le bon sens du terme. Fatale Influence contre Gigi, Tatum et Shotzi. Et un match qui commence à 300 à l'heure. Match 3 contre 3 en général, c'est le bordel. Ça part dans tous les sens. Par contre, petite précision quand même, bizarre d'avoir une championne solo, Fallon Henley, qui est championne nord-américaine, dans un match par équipe. On sent que Vaquer va vite gagner son titre. Petit instinct personnel. Comme ça, on aura Vaquer championne nord-américaine et Julia championne NXT. Les deux piliers de la fédération pour l'instant. En tout cas, d'un point de vue international, indie. Bonne structure de match. Varié, avec beaucoup d'action. Oh oui, victoire des Babyface après un match qui continue à démontrer que le roster féminin NXT est, à la vôtre, est le meilleur du business. Oh oui, et d'ailleurs, allons plus loin. Parce que mes amis sur la chaîne, j'essaie toujours de pousser l'analyse très loin. D'ailleurs, j'ai mis le doigt sur quelque chose dans le segment d'après. Alors là j'ai limite envie de dire que je suis fier de moi par rapport au problème qu'il y a avec Ava Maivia en tant que general manager. Mais ça, on le verra après. Là, tout ça pour dire déjà. Le roster NXT est le meilleur roster mondial de catch féminin. Pourquoi ? Je dis bien meilleur au monde. Pourquoi ? Parce que on pourrait avancer l'idée que oui, un roster Joshi Puroresu, c'est-à-dire de catch féminin japonais, pourrait être meilleur in-ring. C'est possible, mais il faut considérer toutes les données et toutes les variantes quand on parle de meilleur en catch. Et un roster WWE, et notamment NXT, vous avez personnage, travail au microphone, physique, sex appeal. Oh oui. Putain, pourquoi j'ai la gorge qui fait ça ? Talent dans le ring. Alors qu'en général, le Joshi Puroresu, bon, elles ont des tenues de ouf, d'accord, mais niveau travail micro et niveau pas charisme, bof. Et c'est surtout dans le ring qu'elles se démarquent. Donc voilà. Donc je pense, je le redis, j'affirme que NXT a la meilleure division féminine au monde. Point barre. Et par la diversité aussi des talents, parce qu'ils ont des talents de toute la planète. En général, Joshi Puroresu, bon, il y a quelques imports européennes ou américaines, mais il n'y en a qu'une ou deux sur blindées après de japonaises. NXT, il y en a de toutes les nationalités, donc oh oui, bel esprit. Et donc mes amis, après on a un segment backstage avec Ava Maivia, Etienne Page et The Rock. Oh oui. Alors j'ai déjà marqué un segment malaisant qui transpire le népotisme. Je vous laisse faire vos recherches si vous ne savez pas ce que népotisme veut dire. Ça, c'est le premier truc. Et maintenant, en fait, je comprends pourquoi Ava Maivia n'est pas bonne, tout simplement, dans son rôle de manager général. Pourquoi ? Parce que, croyez-moi, j'ai passé 4 ans à NXT. À faire des promos toutes les semaines devant Dusty Rhodes, devant ses assistants, devant Byron Saxon, qui était excellent aussi en promo, en coach de promo, devant les scripteurs de NXT également. Et j'ai vu de tout. J'ai vu des promos excellentes, j'ai vu des promos pourris, j'ai vu des gens qui commençaient à NXT en pleurant, parce qu'ils avaient le track, comme Sasha Banks et Bayley, et qui aujourd'hui sont parmi les meilleurs du business. Et donc, pour vous dire, j'ai compris c'est quoi le problème d'Ava Maivia. Le problème d'Ava Maivia, c'est qu'elle prend pas son rôle de manager général d'NXT avec le recul professionnel qu'elle a besoin. Elle parle, dans ses promos au micro, enfin au backstage, avec son ego personnel. Ça fait une très très grosse différence, mes amis. Et donc, pour cela, je vais détailler, si vous n'avez pas vraiment compris la nuance. Le truc, c'est que quand vous êtes manager général, general manager d'une brand de la WWE, regardez Nick Aldis, la classe qu'il a. Regardez Nick Aldis, la façon et le professionnalisme avec lequel il aborde et accepte la fonction de manager général. Pareil pour Adam Pearce. Il faut un certain standing, il faut se mettre dans la peau et dans le rôle de la fonction que vous êtes censé incarner à l'écran. Ava Maivia, quand elle parle avec son ego. Elle parle juste en personnalité. Elle est là, un mec va un mec, ou comme par exemple Editor, pour Etienne Page, va lui dire quelque chose qu'elle aime pas. Elle va lever les yeux au ciel, genre, non, mais c'est ma marque. NXT, c'est ma brand, alors tu fais ce que je te dis, d'accord ?
Grosso modo, c'est ça. Et c'est de la merde. C'est de la merde, littéralement. C'est de la merde. Le mot est sorti, l'ai même pas épelé. Donc, je vais me faire taper sur les doigts par les petits censeurs qui veulent pas de gros mots. Non, je rigole, c'est de la blague parce que mes vidéos sont pas pour enfants. Ça, je le mets sur YouTube. Mais donc, ça pour dire, le truc, c'est pas ça. Quand on est manager général, il faut parler en professionnel, en homme de bureau, en PDG, en CIO. Comme Sasha Banks, peut-être. Mais Sasha Banks, je sais pas si elle serait si bonne en manager général. Mais voilà. Ava Maivia, elle commence à avoir de la personnalité au micro, en segment, mais elle parle comme si elle parlait par rapport à sa carrière à elle. Et c'est ça qui cloche, en fait. C'est ça qui cloche. J'ai mis le doigt dessus. En fait, quand on la voit parler, on sent pas que c'est une general manager. On sent juste que c'est une catcheuse, une meuf qu'on a mis dans ce rôle-là et qui se la pète. Point barre. Point barre. Qui se la pète, pourquoi? Parce que c'est la fille de The Rock. Définition du népotisme. Oh oui, oh oui. Segment suivant, mes amis. Heritage Cup Championship match entre Lexis King et Charlie Dempsey. Alors apparemment j'ai loupé, comme j'ai pas fait de review d'NXT et que je ne l'ai pas regardé la semaine dernière, Charlie Dempsey a récupéré sa coupe du Heritage Cup. Et donc elle est remise en jeu dans ce match ou d'ailleurs c'est dommage que les règles classiques de la coupe Heritage ne soient pas appliquées. Pourquoi? Je comprends pas. Parce que peut-être le public vous avez peur que ça marche pas. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore les règles de la Heritage Cup en round avec certaines règles spécifiques. Je sais pas, c'est bizarre. Mais toujours est-il que, comme j'ai déjà dit, le style de Charlie Dempsey est vraiment unique. Avec toutes ses prises maintenues, il maintient les cravates, il maintient les clés de bras. Là encore, il est bien meilleur là-dedans que n'importe qui sur le main roster. Et il a un style tellement unique que ça le démarque automatiquement de n'importe qui. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Il lui faudrait un petit peu plus de charisme, un petit peu plus de personnalité pour se la péter. Et franchement, ça serait un futur champion sur le main roster. Ça, j'en suis persuadé. Très bon match de catch avec une fin superbe. Alors là, la fin, j'ai adoré. Avec ce low blow involontaire sur la tentative de leapfrog, c'est-à-dire de saut de grenouille quand on saute et que le gars passe en dessous. Et donc une sorte de victoire controversée, encore une fois, de la coupe pour Lexis King. Booking top, mais c'est pas nouveau à NXT parce que NXT is the place to be. Oh oui, et pas juste pour les meufs. Pour le booking et le style de catch très différent qu'on voit dans chaque match. Donc là, ça a été le premier match masculin et voyons le deuxième et également main event. Men NXT Championship, le championnat NXT masculin, précisons-le, parce qu'il ne faut pas juste dire championnat NXT, parce que si on fait la différence avec les titres féminins, autant le faire pour les titres masculins, entre Trick Williams et Obafemi, parce qu'apparemment ça va être un match simple, parce que Eddie Thorpe s'est fait attaquer. Alors là, est-ce qu'il est blessé ou quoi? On ne sait pas trop et on ne saura jamais. Dans tous les cas, c'est l'heure d'étudier Obafemi. Je voulais voir ce match pour vraiment étudier Obafemi parce que j'adore son style, j'adore son entrée, j'adore sa présence. Maintenant, il faut voir ce qu'il a pas dans le calbut, quand même pas, parce que je sais même pas si mes yeux seraient assez grands pour voir ça. Mais peut-être pas, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Mais non, c'est vraiment, je veux voir ce qu'il a sous le capot. Vas-y, on va dire ça comme ça. Oh oui. Donc c'est un match au style très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent sur le show. En fait, et c'est ça qui est bon, c'est que ce que je vous dis à NXT, en tout cas lors de cet épisode, aucun match ne se ressemble. Bel esprit. Et donc, alors, Trick Williams, il a plus à démontrer son talent et le fait qu'il a un très très gros potentiel et qu'il va être, je pense, une très grosse star à la WWE. Obafemi, il est incroyable physiquement, mais on sent qu'il n'est pas trop technique. On sent qu'il fait plein de prises de bourrin, qu'il cogne, ok d'accord, mais après, s'il y a de la technique, c'est pas trop ça. Maintenant, c'est pas trop grave vu son physique. Mais par contre, croyez en mon expérience, ça risque de le limiter éventuellement, en tout cas pour atteindre le niveau de main eventer. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour être vraiment un gros nom du business, alors je dis pas que j'en suis un, mais en tout cas en France oui, en Europe oui, il faut être capable de s'adapter à tous les adversaires possibles. Si un jour vous tombez contre un petit adversaire technique, il faut faire de la technique. Si vous tombez contre un gros balèze, il faut faire de la violence. Si vous tombez contre un gros personnage, il faut avoir un gros personnage. Et Obafemi, je pense qu'il va être limité pour ce qui est du catch technique, du catch vraiment raconter une histoire avec des prises de lutte, pas juste des gros faux finish de dégagement comme on a eu avec Seth Rollins et CM Punk hier, je comprends pas pourquoi, parce que les deux auraient été capables de nous sortir un match de ouf comme on a eu avec Roxanne Perez et Julia, mais ils l'ont pas fait. Encore une fois, c'est peut-être dû à ce qu'ils voulaient faire et le genre de produit qu'ils voulaient présenter sur Netflix pour la première de Raw le 6 janvier 2025. Aimer Rhea Ripley. Et donc alors j'allais dire, je pense pas que ça l'empêchera d'être un main eventer, mais par contre oui, ça va l'empêcher de faire une ascension rapide, on va dire, à la WWE. Parce que voilà, je vous redis, si vous le mettez contre des mecs qui sont pas bourrins comme lui ou qui ne peuvent pas prendre toutes ses prises, parce que des fois les mecs leur santé est limitée. Mettez Obafemi contre Randy Orton, il va pas pouvoir lui faire toutes les prises qu'il a, parce que Randy Orton il a le dos à moitié réparé, etc. Donc ouais, je veux pas dire ça m'inquiète un peu, parce que je pense qu'il aura quand même un très très bel avenir, mais une pub. C'est techniquement, c'est pas. On sent qu'il est un peu à la traîne.
Mais c'est pas grave, ça reste un très très bon catcheur. En parlant de mon catcheur d'ailleurs, qui devient champion NXT. Oui, oui. Editor arrive en cours de match avec une chaise. Et cette chaise, ultimately, coûtera le titre à Trick Williams. Et on a donc un nouveau champion NXT, Obafemi, grâce à un pop-up powerbomb. Et pourquoi je dis grâce à un pop-up powerbomb? Eh bien mes amis, parce que Obafemi, au moins lui, il a le physique pour faire un pop-up powerbomb. Dédicace à ceux qui en font à la WWE et qui n'ont pas le physique pour le faire. Et que ça avait failli faire démissionner la moitié du roster NXT le lendemain de ses débuts à la télé. Je ne dirai plus rien. Deux nouveaux champions sur ce NXT New Year's Evil. Julia et Obafemi. Passage de torche, nouveau départ, rituel d'initiation. On ne saura peut-être jamais parce que ça se passe dans les vestiaires. En attendant, rien que le nom du show, un gros show, mais ils auraient pu mieux faire sur le nom du show. Parce que je vous dis, moi j'aime pas commencer une année en disant New Year's Evil, le mal du nouvel an. Non. Que je vous souhaite que du bonheur, que du positif, que des hautes vibrations pour cette année 2025, mes amis. Et c'était les deux premières reviews de... Ah non, je rigole. Non, je me trompe. Il y a le segment final avec The Rock. Et j'avais zappé parce qu'en fait, il faut dire que c'est le segment final avec The Rock, mes amis. C'est limite, on se demande, mais pourquoi il a eu lieu? Pourquoi il a eu lieu? C'est juste pour remplir la salle et la faire sold out. Bon, bref. Il y a toute la soirée, le Rock il répète notamment à sa fille, je sais pas ce que je veux dire, t'as des conseils. Comme si la fille de The Rock, Maivia, avec le talent qu'elle a au micro, va pouvoir conseiller son père qui est une des légendes et un des meilleurs talkers du business. À voir. Bon bref, segment final avec The Rock, il arrive dans le ring, il a à peu près 10-15 minutes, il a une entrée qui en fait 5. Avec une telle entrée, mes amis, je vous le dis d'ailleurs, ça aide pour connecter avec la foule. Hein. Je veux dire, tout le thème, les écrans géants, bon après c'est The Rock, ok d'accord, mais croyez-moi, vous mettez n'importe quel inconnu, vous lui mettez cette entrée, forcément la foule va se dire, waouh, lui c'est une star. Secret de catcheur et secret surtout de catch, que encore plus j'ai vécu de l'intérieur. Oh oui, oui. Moi je rentrais avec de la musique disco. Attention, attention, les légionnaires sont là. Les légionnaires sont arrivés. Je l'ai sur mon lecteur MP3. Il est où? Il est là? Non, c'est pas grave. Il est sur la table derrière. Peu importe. Rock, alors il me fait rêver. Il montre toujours un physique de fou. Le mec grossit d'année en année. Musculairement, je parle. Il grossit d'année en année. Il a des bras, ça fait la taille. Ses bras sont peut-être plus gros que mes cuisses. Bon, on sait un peu comment il fait ça, d'accord, hein, pour ceux qui font un peu de muscu, s'ils y connaissent. Mais voilà. Respect total quand même. Le mec, il a passé 50 ans, ou il a passé 50 ans. Le mec, il va être plus gros que Billy Gunn à 60 ans. Truc de ouf. Billy Gunn aussi, c'est un mec incroyable. Le mec, à 60 ans, il a le meilleur physique de toute sa carrière. Truc de fou. Et je serai comme eux, les amis. Oh oui, oh oui. Bon, bref. Alors, comme je vous dis, promo vraiment bateau et classique, hein, qui permet, par contre, l'intérêt de cette promo, vous savez, c'est quoi? C'est d'avoir senti l'énergie de la foule NXT. Et probablement, c'est la meilleure brand du moment à NXT. D'ailleurs, mes amis, autant répondre tout de suite. J'ai pris 2 questions, parce que là, j'ai eu beaucoup de très très bonnes questions. Alors voilà, en fait, je vous le dis. Je suis content parce que je me rappelle. Maintenant, mes amis, quand je sélectionne votre question pour les TLR Reviews, je vous mets un pouce en réponse. Comme ça, au moins, vous savez. Voilà. C'est si vous voyez un pouce dans votre en réponse à votre question, c'est que je l'ai sélectionné pour une future TLR Reviews. Et donc, pour ça, ça sera peut-être pas répondu tout de suite, mais en tout cas, elle est en stock dans mon petit dossier questions/commentaires. Oh oui, oui. Et donc là, j'en ai sélectionné 2. Et une des questions, je vais répondre tout de suite en conclusion de ce NXT. Mes amis, si on me demande où je veux catcher à la WWE, je dirais, en première réponse, là où on gagne le plus d'argent. Point barre. N'oubliez pas. Quand on est jeune, on a du mal à le voir, comme moi j'ai eu du mal à le voir avant mes 30 ans, mais le catch, c'est un métier. En tout cas, la WWE, AEW, etc. Le but, c'est de faire de l'argent. Normalement, si vous êtes normalement constitué, vous êtes vraiment professionnel, vous voulez aller à l'endroit qui paye le mieux. Point barre. Parce qu'il faut s'acheter une maison, il faut payer, enfin il faut. C'est chacun son choix, mais l'argent, ça sert à acheter une maison, à faire vivre sa famille, à investir, à s'acheter ce qu'on aime. Et donc, si on fait un métier spécifique, c'est techniquement pour gagner de l'argent. Donc, où je voudrais catcher à la WWE, l'endroit où on gagne le plus d'argent, numéro 1. Première réponse. Deuxièmement, bien évidemment, WrestleMania. C'est la base. Et troisièmement, NXT. Parce que l'énergie y est de ouf. Le roster y est de ouf. Et NXT, ils sont vraiment en train de créer un truc de ouf. J'ai une sorte de nouvelle ECW, c'est un truc de taré. D'ailleurs, c'est intéressant de voir The Rock déjà faire mousser NXT de ce point de vue-là. Le mec, soi-disant, j'ai pas trop vu en gros plan, mais il avait des frissons pendant toute la promo, avec l'énergie de la foule NXT. Et en parlant de The Rock, qui est intéressant, c'est intéressant de voir d'ailleurs réagir aux fans, moi y compris, qui disaient qu'il a tué le kayfabe, qu'il a littéralement déféqué sur le kayfabe en étant gentil avec Cody Rhodes hier à Raw, le 6 janvier sur Netflix. Aimé Rhea Ripley. Au moins, ils nous ont entendus et espérons, vont redresser le tir pour la suite. Oh oui, oui.
En tout cas, il n'y a rien à redresser de ce NXT parce que c'était un NXT excellent, mes amis. Oh oui, oh oui. J'ai cru voir sur les dirt sheets que Shawn Michaels allait peut-être passer sur la route et ils allaient mettre à la place Shawn Michaels. Alors, je comprends pas d'où ça sort. L'ancien de la TNA, là, qui couchait avec une de ses catcheuses. Scott Demore. Ouais, je sais pas. Je comprends pas pourquoi, d'où il sort, alors que vous avez des Steve Corino, vous avez même Adam Pearce que vous pouvez mettre en producteur d'NXT. Et le mec, il a quand même booké la ROH pendant un moment, quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Ou alors, et c'est peut-être pour ça qu'ils avaient ramené Eric Bischoff à l'époque. Parce que je pense que Sean s'est prévu depuis quelques temps maintenant qu'il aille sur la route. Et ils ont dû ramener Bischoff pour voir s'il était intéressé de reprendre NXT. Je pense qu'il a dû lui dire non. Et là, j'ai vu dans les dirt sheets que Scott Demore était apparemment, alors il n'y a aucune source qui le dit, donc c'est peut-être du pipeau, encore comme d'hab, des experts du clavier qui avancent des idées à la honk. Mais si ça se fait, je ne comprendrai pas. Parce que, bon, oui, ok, il y a eu des accords entre TNA et. Ouais, remarque, est-ce que Bobby Roode, des mecs comme Bobby Roode et Abyss sur la route ont placé un bon mot pour lui en disant ouais, c'est un excellent booker, prenez-le. Qui sait, mes amis. Qui sait. En attendant, mes amis, les deux questions, les deux commentaires sélectionnés pour cette review. Oh oui, oh oui. Allez, on commence avec Nigma75. D'ailleurs, c'est d'hier que tu me l'as posé, je crois, cette question. Je l'ai prise parce que vraiment, je l'ai kiffé. Hey yo. Petite question à te poser. Est-ce que finalement, le meilleur outil d'un catcheur, avant sa shape et son charisme, ça ne serait pas son cerveau? L'intelligence du gars pour déjà retenir le scénario, savoir analyser l'instant présent en peu de temps pour pouvoir improviser en cas d'imprévu, tout en tenant compte des compétences de son adversaire. Ce qui explique... Alors oui, bon alors déjà ta question est excellente, mais alors par contre la suite quand même. Ce qui expliquerait entre autres la nullité de Tangaloa, même si on respecte. Voilà. Par contre, utiliser le mot nullité... Il est pas nul. Alors ok, il y a des botches, d'accord. Mais ça veut pas dire... C'est pas nul. Des botches. Mais moi, je dis, j'étais dans le ring avec lui. Il s'est entraîné avec nous quand il revenait de blessure. Non, quand il cherchait une nouvelle gimmick, je crois. On était dans la classe de Joey Mercury, il est venu s'entraîner. Il est loin d'être nul, crois-moi. C'est peut-être le stress, c'est peut-être le tract, je sais pas. Bon bref, malgré tout ce temps à côtoyer les meilleurs, toujours pas ouf. Peut-être un poil trop teubé pour comprendre et analyser. Écoute, frérot, Enigma75, ta question est très bien posée, je vais y répondre. Mais voilà, moi personnellement, j'ai du mal à lire qu'on parle comme ça d'un mec comme Tangaloa qui gagne plus d'argent que toi et moi réunis, tu vois. Enfin, je suis quasiment sûr pour toi, je pense. Quasiment sûr dans le sens qu'une superstar de WWE gagne très bien sa vie. Alors, si tu gagnes plus que Tangaloa, bravo à toi. Mais voilà, tu vois. Et s'il est là, et s'il gagne sa vie, c'est qu'il a une raison. S'il était vraiment pourri, crois-moi, il l'aurait renvoyé au Performance Center. Comme Jade Cargill. Bon, enfin bref, ça pour dire. Non, en tout cas, ta question est très bien et je vais bien évidemment y répondre. Alors, ouais, franchement, alors, il faut pas faire de classement entre genre quelle est la meilleure des qualités pour un catcheur. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Parce que certains catcheurs, par exemple, vont avoir besoin de plus de choses que d'une autre. Par exemple, tu prends un mec de 2 mètres de haut. Ce mec-là va avoir besoin d'être athlétiquement bon dans le ring, de bien bouger et d'être bien technique. D'un côté, prends un gymnaste, lui, qu'est-ce qu'il va avoir besoin? D'avoir du charisme. Tu vois, donc en fait, il n'y a pas de... Toutes les parties sont importantes. En catch, les qualités d'un catcheur sont toutes importantes de façon égale, on va dire, d'un point de vue général, mais après, individuellement, c'est pas égal, tu vois. Parce que moi, je te dis, par exemple, moi, qualité, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Le physique. D'ailleurs, ça va être la réponse au commentaire suivant, que j'ai déjà répondu. Et ouais, le physique, principalement. Parce que personnalité, je l'avais, le catch, je l'avais, vous le verrez. Là, c'est parti pour gagner. Hein. Vous verrez dans la prochaine TLRM, mon premier match d'entraînement contre Landstorm. Vous verrez que je l'ai fait au bout de 6 semaines, peut-être. Ben, au bout de 6 semaines, le match que je sors avec Landstorm, alors ok, c'est avec Landstorm, bien évidemment, j'en suis conscient, mais ce match-là, vous pouvez le mettre sur un show indie et ça passe crème, hein, ça passe crème. Mais vous verrez ça lundi prochain à 20h dans la TLRM numéro 17, je crois. Oui. Donc, ouais. Et donc, bref, en fait, te répondre, c'est pas la qualité numéro 1 d'avoir un cerveau et d'être pas con, mais bien évidemment que c'est ultra important. Et c'est pas tant que ça intelligent, parce que regarde, tu vas voir un mec comme Austin, il va toujours dire, moi, j'appelais tout dans le ring parce que j'étais pourri à me souvenir de trucs. Et il y en a, ils sont comme ça, ils sont tellement nazes à se souvenir de trucs. James Mason, c'est pareil, James Mason, coach à NXT UK, me disait, moi je déteste prévoir à l'avance parce que j'arrive pas à me souvenir de spot. Et c'est totalement compréhensible. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide d'avoir une bonne mémoire et c'est vrai que ça aide surtout, comme tu dis, voilà, d'être capable de. Enfin, alors là, c'est même pas le cerveau, c'est surtout le fait. J'allais dire le talent, tout simplement. Le talent et l'expérience. Parce que quand tu as le talent et l'expérience, tu arrives à te relaxer assez dans le ring pour prendre ton temps et écouter la foule. Et écouter, ah tiens, ça a plus moussé qu'autre chose. Ils ont popé sur un body slam.
ben, je vais peut-être pas faire de 450 à l'extérieur du ring, je vais rester sur les body slams et les prises simples. Ça arrête de se tuer, de risquer une blessure, de terminer en fauteuil roulant s'il réagit sur une corde à linge. Ok, d'accord. Et c'est comme ça qu'il faut bosser un public. Parce que pareil, c'est pas parce qu'une foule réagit sur un body slam qu'ils vont automatiquement réagir sur un Canadian Destroyer. Ils risquent de ne pas comprendre ce qu'est le Canadian Destroyer. C'est pour ça qu'il faut être capable d'écouter la foule et de sentir leur énergie. Et pour ça, c'est sûr, ça participe et ça aide d'avoir un cerveau et des capacités intellectuelles, mais aussi athlétiques. Parce que c'est bien beau de réagir rapidement dans la tête, mais il faut que le corps suive. Et des fois, si t'as plus le cardio, si t'as plus de souffle, parce que tu travailles pas ton cardio, t'es en mauvaise condition physique, ou t'as plus de force et tout, ça aussi, je le vois plein de fois sur les indies. Des mecs qui sont pas en bonne condition physique, donc les mecs qui sont essoufflés et ils n'arrivent plus à suivre à la fin du match. Même moi, ça m'arrive des fois d'être très fatigué en match, mais ça va, j'arrive à cacher ça en vendant un peu plus ou en économisant mon souffle. Vous savez, quand j'ai vraiment une grosse série de shows d'affilée, genre peut-être 8 à 10 semaines à chaque fois avec un show, c'est énorme parce que j'arrive à contrôler mon souffle dans le match. C'est-à-dire genre, je commence le match et je fais oh là frérot, oh là fiston, ralentis un peu, là t'es parti pour 20-25 minutes de match, ça sert à rien de commencer aussi rapidement. Ouais, bref, c'est comme ça, c'est l'expérience qui parle les amis. Expérience, talent, passion. Oh oui, les mots qui résument la chaîne et Tom Larifa. Ah bel esprit. Merci Enigma75 pour ta question. Et la deuxième question de I'm Rider. R-Y-D-E-R-R. Salut Tom, super review de retour pour ma part et un peu lâché YouTube dernièrement, ça fait plaisir de te revoir, ça fait plaisir de te revoir aussi amigo, je sais que j'ai déjà répondu à certaines de tes questions. J'ai 2 questions qui me sont venues en écoutant celle du viewer que tu as choisi. Tout d'abord, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais as-tu des regrets dans ta carrière? Et si oui, qu'aurais-tu fait différemment? Ça, c'est les premières questions. Et ma seconde question est, si tu pouvais booker ton avenir dans la fédération de ton choix, quel titre aurais-tu aimé avoir? Je t'avoue que pour ma part, voir Tom Larifa en heal avec le titre US et un drapeau français en rentrant sur la scène de WrestleMania, ça serait une image qui claque. Oh oui, bonne fin de journée à toi. Bonne fin de journée à toi, amigo aussi. Mais écoute, c'est très simple. Déjà, moi, je vais commencer par ta deuxième question, j'ai déjà répondu. Où j'aimerais me booker là où tu gagnes le plus d'argent, et donc c'est forcément le titre mondial, le main event. C'est bête, mais c'est comme ça. Maintenant, ça, c'est d'un point de vue intelligent, d'un point de vue intellectuel. Parce que si tu es booké dans un main event à WrestleMania, t'inquiète pas que tu seras booké sur n'importe quel autre show de la planète. Oh oui. New Japan, ROH, AEW, ils t'accueilleront les bras ouverts avec un salaire à 6 voire 7 chiffres. Oh oui. Donc ça, c'est la tête qui parle. Maintenant, le cœur, en effet, le cœur dirait un titre que je modifie en titre français. Ouais, le titre américain, tu sais, un jour, je le jette à la poubelle, je fais non, maintenant, c'est le titre de champion de France. Oh oui. On va avoir une hit de ouf. Ça serait un truc de ouf. Oh oui. Mais ça, c'est le cœur qui parle. La tête dit main event de WrestleMania, titre mondial. Oh oui. Et ta deuxième question, la première question, est-ce que j'ai des regrets dans ma carrière? Franchement, ouais. Alors, c'est très rare, moi, de dire que j'ai des regrets. Mais c'est juste que, bon, après, parce que, en fait, toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à présent m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Donc, devant vous ce soir pour cette review de NXT New Year's Evil, diabolique. Les rares regrets que j'ai dans ma carrière, je peux dire dans ma vie, parce que dans ma vie il y a un peu plus, mais dans ma carrière, c'est de ne pas m'être mis sérieusement à la muscu très tôt. Genre dès 18 ans, commencer à prendre de la masse et atteindre les 100 kilos à 20 ans. Parce que si j'avais eu un gros physique, ma carrière, je pense, aurait été vraiment différente, aussi bien aux États-Unis que même sur les Indies. D'être un vrai poids lourd comme Mike D. Regardez Mike D s'y fait. Mike D, il a un physique de ouf. Si Mike D n'avait pas le physique qu'il a, il mousserait pas autant. Même s'il faisait toute la voltige qu'il fait. Ce qui fait mousser, c'est que le mec, il a un physique de mastodonte et il catch comme un high flyer. C'est un truc de ouf. Mike D, c'est probablement pour moi un des meilleurs catcheurs en Europe actuellement. Mike D Vecchio. Et bref, donc tout ça pour dire, voilà, c'est un de mes rares regrets en catch, c'est ça, de pas avoir. Ah bah, je vais vous dire. Alors ça, voilà, parfait, c'est ça. Et on va terminer la vidéo là-dessus, parce que peut-être un jour je vous les montrerai en vidéo. Ouais, je pense que je ferai une review avec. Dites-moi si vous voulez le voir. Dites-moi si vous avez tenu jusque-là et si vous voulez le voir. S'il y a au moins 10 commentaires qui me disent je voulais voir faire une review comme ça, je le ferai. Oh oui. Mes 2 seuls regrets, bon, en tout cas en y réfléchissant à chaud, il faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps pour en trouver plus, c'est de ne pas m'être mis à la muscu sérieusement plus tôt, parce que j'ai commencé à 18, mais je m'y suis mis vraiment sérieusement, je pense 20-21 ans quand j'ai compris, ok, il faut vraiment que je prenne de la masse. Ça c'est le premier truc. Et la deuxième, c'est en 2005, Macho Man Randy Savage vendait sur eBay, il était encore vivant, il est mort en 2010 je crois, ou en 2011, non 2010. Il vendait sur eBay toutes ses tenues de catch. Et j'en ai acheté 3. 2 collants de l'époque NWO et un de ses débardeurs transparents qu'il avait en 99 quand il est revenu. En mode Savage, très stylé avec Gorgeous George qui était magnifique. À l'époque, mes amis, j'avais acheté ça 500 balles et je me disais, bon, déjà 500 balles c'est un peu beaucoup. Je regrette encore actuellement, et ça j'en parle tout le temps, pour vous montrer et pour utiliser quand j'en parle à des gens, de dire, quand vous avez une envie, quand vous avez quelque chose à faire, faites-le mes amis. Parce qu'on regrette beaucoup plus les choses qu'on n'a pas faites que les choses qu'on a faites. À l'époque, j'aurais pu acheter
une dizaine de ses tenues, dont la veste qu'il avait à WrestleMania 10, qu'il vendait à l'époque, je crois, 1200$. J'aurais pu, parce que je les avais, les fonds, je crois, si je me souviens bien, en 2005, à 21 ans, j'aurais pu mettre au moins 2 à 3 000 € là-dedans. Et je me suis dit, 500, c'est quand même beaucoup, je vais m'arrêter là. Et bien aujourd'hui, je le regrette, mes amis. Pas pour une question de les avoir revendus ou quoi, mais c'est juste que j'aurais adoré posséder plus d'habits de Macho Man Randy Savage authentiques. Oh oui, oui. Et en parlant d'authentique, donc, si vous me mettez au moins 10 commentaires qui me disent Tom, fais une review avec le débardeur de Macho Man, et ben je le ferai. Voilà. Oh oui, oui. Le débardeur de Macho Man avec les étoiles dans le dos et marqué Macho sur la poitrine. Oh oui, mes amis, si j'ai 10 commentaires qui me demandent de faire la prochaine review de Raw, disons-le, la semaine prochaine avec le débardeur de Macho Man, et ben je le ferai. Mes amis, merci de votre présence, merci de votre participation, merci de votre positivité. Oh oui, et même ceux qui sont moins positifs, c'est pas grave, on parle, on argumente dans les commentaires. Mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais me coucher dans pas longtemps parce que demain, entraînement à 6h du mat. Et en attendant, mes amis, gardez le bel esprit. On se voit samedi ou dimanche parce que je vais faire Legacy à la TPW samedi et dimanche. Donc ça va être un gros week-end. Si la review de SmackDown n'est pas là samedi, s'il vous plaît, soyez tolérants, soyez gentils. Comprenez que je catch. Là, je vais être pris tous les samedis et dimanches non-stop. Entre le show samedi soir TPW et Legacy samedi et dimanche. Oh oui, ça va être chargé. Mais donc, en tout cas, la prochaine vidéo, ça sera la télé-reviews de SmackDown ce week-end. Oh oui, mes amis, gardez le bel esprit. Oh oui, out.